La cache-route, voilà quelque chose de pas toujours facile à comprendre, et néanmoins quelque chose de très important pour le judaïsme. La cache-route, ça consiste à manger cachère. Cachère, ça veut dire apte, correct, d'après la loi. Donc tout peut être cachère. Parler d'un Sefer Torah qui est cachère, c'est une cérémonie qui est cachère, je sais quoi. Dans la cache-route, on s'occupe de nourriture. Alors l'idée peut paraître bizarre. Qu'est-ce que c'est que cette idée de vouloir manger différemment que les autres en obéissant à des lois précises qui sont des interdits alimentaires? On peut trouver ça primitif, dépassé, illogique. Bon, peut-être. Mais moi, je pense qu'il y a quelque chose d'essentiel là-dedans. Et quelque chose de très moderne, très contemporain. C'est le fait de se dire que ce que je mange a une importance. Ce n'est pas neutre. Je ne mange pas n'importe quoi. Et en fait, si on prend la civilisation humaine, quelle qu'elle soit, toutes les civilisations, quasiment, je crois, ont des tabous alimentaires. Il y a des choses qu'on est prêt à manger et des choses qu'on n'est pas prêt à manger. Alors, le tabou ultime, c'est évidemment de manger de l'être humain. Mais toute civilisation a ses limites alimentaires. Alors, chez les Juifs, on a poussé le curseur très loin, comme dans toujours d'ailleurs, et les interdits alimentaires portent sur des quantités de détails. Mais si on va à l'essentiel, c'est pas si compliqué que ça. L'interdit premier, c'est sur les animaux. On ne mange pas n'importe quel animal. Et on ne mange pas n'importe comment un animal. Ben moi, je trouve ça très actuel, cette problématique-là. Parce que on vit dans un monde où justement on se pose la question de la façon dont les animaux sont élevés, la façon dont ils sont abattus, la façon dont l'être humain cultive un rapport à l'animal de respect ou pas. Et bien dans la cache-route, si vous regardez, on ne mange que des animaux qui sont des animaux d'élevage. Les animaux sauvages sont interdits. Et on n'a pas le droit de chasser, d'une part. Et puis, l'animal doit être, s'il était cachère sauvage, ça peut exister, des antilopes cachères, bon, concrètement on ne le fait pas. Il faudrait qu'il soit abattu rituellement. Donc concrètement, on mange des animaux d'élevage, c'est-à-dire des moutons, des vaches et des volailles. Donc des animaux qu'on connaît. Alors vous allez me dire, on ne les élève plus de nos jours. C'est vrai que de nos jours, c'est élevé par des agriculteurs, des éleveurs. Peut-être. Mais l'être humain a un rapport avec cet animal. L'être humain est même la cause de la naissance de l'animal lui-même et va suivre cet animal dans peu à peu de sa vie et puis provoquer sa mort par l'abattage. Et dans le judaïsme, l'abattage est ritualisé. Et c'est presque une simulacre de sacrifice, c'est très proche. Tout ça fait sens. L'animal est ruminant, sabot fendu, donc mouton, vache, volaille, poulet, dinde, ça. Mais ces animaux sont abattus rituellement. Ce sont des animaux qu'on connaît, ce sont des animaux pacifiques. Il y a un rapport particulier. Il y a la question maintenant dans l'abattage, qui évidemment prête à discussion sur la question de la souffrance animale. Je ne veux pas rentrer dans cette discussion qui est complexe, technique et un peu polémique, mais je tiens à défendre l'abattage rituel, tout en exigeant qu'il soit fait dans des conditions les plus correctes possibles, donc en faisant le moins souffrir possible l'animal. Mais dans l'abattage, il y a une ritualisation. C'est-à-dire que l'idée principale, c'est que la vie de l'animal ne m'appartient pas. Cet animal, il a une existence. Je vais lui prendre sa vie, ce n'est pas gratuit. Donc, ça va être fait rituellement. Il y aura une bénédiction. Ce ne sera pas fait n'importe comment. Il y a un rythme d'abattage lent. On prend du temps. Chose très intéressante. L'abatteur, c'est-à-dire celui qui va faire la shrita, l'abattage, est un érudit. C'est quelqu'un qui a étudié ces lois-là. C'est pas n'importe qui. Il est d'ailleurs assez bien payé, parce que c'est un travail qui demande des compétences. Ça n'a rien à voir avec les abattoirs dans le monde non juif, où c'est un des pires travaux qui soit, de travailler dans un abattoir. Très fatigant, avec des cadences infernales, du bruit, etc. C'est pas comme ça dans l'abattage juif.
Donc il y a une considération de l'animal. Et celui qui fait l'abattage rituel, la shrita, le shochet, il doit couper la gorge en un seul aller-retour de la gorge de l'animal, et l'animal se vide de son sang. Alors c'est très impressionnant, mais l'animal se vide de son sang, et le sang est symboliquement retourné à la terre. On doit le couvrir. C'est-à-dire que le sang, c'est la vie, c'est ce que nous dit un verset de la Torah, c'est le nefesh, c'est l'âme de l'animal, et cette âme repart à la terre, elle ne nous appartient pas. Donc il y a cette idée que je ne peux pas tout prendre à cet animal. La partie vitale qui est représentée par le sang repart, elle n'est pas pour moi. Et bien, c'est très beau, c'est extrêmement intéressant de voir que l'animal n'est pas surexploité, surexploitable, et que on laisse à cet animal même, vous allez me dire, il est mort, il s'en fiche. Ah oui, mais la symbolique, ça a beaucoup d'importance. Cet animal mort ne m'appartient pas entièrement, son sang ne m'appartient pas. Ensuite, la viande, une fois donc abattue, doit être cachérisée. C'est-à-dire qu'en fait, elle est salée et trempée, de façon à ce que le sang qui resterait dans la viande soit éliminé. Alors de nos jours, quand on achète de la viande chez le boucher, dans 90% des cas, elle est déjà cachérisée, les bouchers le font en amont. Donc c'est très rare de nos jours qu'on fasse la cachérisation soi-même. Et si on doit la faire, voilà, il y a tout un petit processus, à mettre du gros sel, pas du sel fin, du gros sel, tremper, rincer, tremper. La viande est ensuite prête à être consommée, c'est ça de la viande cachère. Le fait est que ça restreint la consommation de viande. Le marché de la viande cachère est onéreux, il faut dire les choses comme elles sont, parce qu'il y a des taxes pour le consistoire et autres. Bon. Mais, d'abord, c'est pas plus mal de payer des taxes, c'est un impôt indirect, une TVA juive, si je peux dire. Pourquoi pas, pour soutenir des institutions juives, c'est plutôt une bonne chose. Ensuite, le fait que la viande soit chère m'obligera peut-être à en manger moins, c'est pas plus mal de nos jours. Et à réfléchir mieux à ce que je mange. Ça, c'est la viande. Ensuite, il y a le deuxième interdit qui est bien connu, qui est l'interdit du mélange du lait et de la viande. Là aussi, c'est symboliquement très fort. Le lait, c'est la vie, la viande, c'est la mort. Le lait, c'est ce que l'animal fournit pour nourrir son petit. Et il y a quelque chose de cynique à mélanger le lait avec la viande. Donc c'est une bonne chose, à mon avis, de séparer cela. C'est aussi un respect de l'animal. Je lui prends sa viande, je ne lui prends pas tout. Je lui prends son lait, je ne les mélange pas. Parce que l'animal, il a fabriqué ce lait pour donner de la vie à son petit. Il n'a pas fabriqué son lait pour que je fasse une sauce au beurre pour mettre sur le steak. Donc, vous voyez, c'est un respect de l'animal. Toujours, vous allez me dire, l'animal, il est mort, il s'en fiche. Peut-être, mais symboliquement, je le respecte. Et c'est important. Cette séparation du lait et de la viande va induire une séparation de vaisselle, etc. Mais même sans aller jusqu'à la séparation de vaisselle, eh bien, on peut s'imposer les règles de base de la cacheroute. Ne pas manger d'un animal non cachère, n'acheter que de la viande cachère, et si j'ai pas de boucher cachère, je ne mange pas de viande, et puis c'est tout. C'est pas plus mal entre nous. Et ne pas mélanger le lait et la viande. Eh bien, déjà, quelqu'un qui respecte ces interdits-là, et qui regarde la composition des aliments, qu'il n'y ait pas de graisses interdites dedans, des choses comme ça, eh bien, il mange cachère, et c'est déjà énorme. Il n'y a pas forcément besoin de manger des produits avec le tampon du rabbinat. Et on peut manger cachère de la façon dont je viens de le dire, de façon bon marché, saine et réfléchie. La cacheroute est plus complexe que ça, parce qu'il y a la cacheroute du vin, il y a la cacheroute du fromage, il y a la cacheroute de différentes choses. Donc je ne veux pas rentrer dans tous les détails de ça, peut-être on fera une autre vidéo là-dessus, mais il faut comprendre que l'idée de manger cachère, et là aussi c'est comme dans toute chose, il y a des degrés. Je peux manger cachère, comme je viens de le dire, je respecte les grandes lignes, et c'est déjà énorme. Énorme.
Et je peux aller chez des gens, mais je mangerai les légumes, je ne mangerai pas la viande, ou je leur demanderai de me préparer du poisson, etc. Et c'est déjà énorme. Mais j'ai respecté la cache-croûte tout en respectant les gens. Et chez moi, je suis plus scrupuleux. Maintenant, je peux rentrer dans les détails. Il y a, ah oui, mais il y a tel produit qui est interdit, ou il y a tel extrait qu'il ne faudrait pas mélanger, etc. Alors ça devient très compliqué, et ce n'est pas le cadre des vidéos que je fais ici, donc je ne veux pas rentrer dans ces détails-là, même s'ils sont très intéressants et importants. Et puis on peut se poser la question de la composition de tel ou tel aliment, sauce, etc. Alors, ce qui est très pratique, je vous signale, c'est que de nos jours, vous avez des applications qui vous permettent avec un portable de scanner un produit, de savoir ce qu'il y a dedans, et ça permet aujourd'hui, je pense, beaucoup plus facilement qu'avant, d'être au courant de la composition des aliments, de faire un peu attention à ce qu'on mange. Et il y a un point que je voudrais soulever également, c'est que manger cachère, c'est aussi manger réfléchi. Et il y a une dimension que les rabbins qui s'occupent de cache-croûte ne mettent pas assez en avant, c'est la dimension éthique et alimentaire. C'est-à-dire que éthique, je dois réfléchir comment est fabriqué le produit. Par exemple, est-ce que c'est cachère de manger un produit du café, par exemple, qui est a priori cachère, mais je sais que ça vient d'un pays où on exploite les gens? Est-ce que c'est cachère de manger d'un animal qui est élevé en batterie, dans des conditions épouvantables? Est-ce que c'est cachère de prendre un produit qui vient de l'autre bout du monde et qui va polluer parce qu'on le fait voyager? Son bilan carbone est mauvais. Vous voyez? Pourquoi ne pas réfléchir à ces dimensions-là? Bien sûr qu'il faut réfléchir. Est-ce que c'est cachère d'acheter du lait industriel alors que je sais que le paysan est mal payé? Est-ce qu'il ne vaut pas mieux acheter du lait payé correctement et quitte pareil en consommer un peu moins, etc., etc. Moi je crois que la cache-croûte de nos jours a un regain de vitalité par une réflexion éthique et ensuite alimentaire. Et là on peut être très critique par rapport au marché officiel de la cache-croûte, où les quantités de produits qu'on vous vend dans les épiceries cachères, avec le tampon de la cache-croûte du rabbinat, sont en fait des produits très mauvais. Si vous regardez leur composition, c'est plein de graisses sursaturées, de conservateurs, de choses comme ça, et de colorants et tout ce qu'on voudra. Et c'est des choses qu'on ferait mieux de s'abstenir de consommer. La rabbanout, le rabbinat, n'est pas assez, à mon avis, branché sur les problèmes de la contemporaine pour interdire ces produits, tout simplement, comme elle n'est pas capable d'interdire l'élevage en batterie en Israël. C'est bien dommage. À mon avis, la rabbanout ne fait pas son travail sur ces questions-là. Elle devrait le faire. Et c'est pour ça que, de mon point de vue, l'exigence de la cache-croûte va bien au-delà du tampon cachère. C'est réfléchir comment je mange, pourquoi je mange, d'où vient l'aliment que je consomme, est-ce qu'il est conforme aux règles classiques de la cache-croûte juive, mais aussi aux règles éthiques du judaïsme, et aussi aux règles de l'écologie contemporaine, etc. Toutes choses qui se défendent du point de vue de la Torah. Et donc, manger cachère n'est pas une chose simple, mais c'est, à mon avis, fondamental et très moderne. C'est pas du tout un truc suranné pour religieux bornés, c'est pas vrai. C'est quelque chose de bon aussi bien pour le corps, ça doit l'être en tout cas, que pour l'esprit. Et c'est considérer que le fait de se nourrir, qui est un instinct fondamental de l'être humain, pour lequel un être humain qui manque de nourriture est prêt à tuer pour avoir à manger, eh bien, se nourrir, ça se travaille. C'est un des moyens de travailler sa spiritualité, son éthique et la discipline qu'on a sur soi, et donc d'être un homme au sens d'un mensch.